je vais pas dire, je pourrais pas dire que je suis bilingue en anglais, c'est pas vrai. J'ai fait un test la dernière fois et j'ai un niveau, je sais plus trop quoi, donc ça sert à rien que je vous parle de ce test là. Donc on va recommencer encore une fois. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de traduction. Comme je vous le disais en introduction, on va parler de traduction. Sur l'année 2019, je n'ai quasiment pas lu de traduction. J'ai lu principalement en anglais et quelques romans francophones. J'ai essayé de mettre en place pour 2020 plus de lectures francophones et comme vous avez pu le remarquer, même sur l'année dernière, j'ai lu quelques traductions. Alors, pourquoi est-ce que je ne lis pas de traduction ? Qu'est-ce qu'une bonne traduction? Qu'est-ce qu'une mauvaise traduction? Voilà un petit peu ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce que je ne lis pas plus de traduction? Alors, j'ai un niveau qui est correct en anglais. J'ai fait une fac d'anglais il y a longtemps, donc je suis, on va pas dire bilingue, mais je me débrouille bien en anglais, donc je comprends ce que je lis. Du coup, je préfère, en règle générale, lire directement la plume de l'auteur plutôt que lire une traduction. J'ai commencé à trouver bizarre certaines traductions avant de lire du MM. Je me rappelle que la première traduction que j'ai trouvée bizarre, c'était du Colin Hoover. Donc j'adore Colin Hoover. J'ai commencé à lire j'adorais Colin Hoover. J'ai commencé à lire Colin Hoover en français, puis en anglais, et c'était pour la sortie de... Alors ça doit être la suite de Indécent qui doit s'appeler Incandescent, je crois, en français. Je me rappelle que j'avais précommandé le bouquin, j'étais allée le chercher à la bibliothèque, j'ai commencé à lire, pas la bibliothèque du tout, à la librairie, j'ai commencé à lire et je me suis arrêtée au bout de 1 ou 2 chapitres parce que je ne retrouvais pas ce que j'aime dans la plume de Colin Hoover, c'est-à-dire le côté très poétique. Alors ça ne m'avait pas du tout dérangé quand j'avais lu ces romans en français avant de les lire en anglais. La traduction est excellente, les romans sont chez J'ai lu, la traduction est très bonne, mais je n'avais pas retrouvé ce que j'aime en fait dans la version originale, donc je l'ai lu en anglais. Ça a été ma première fois où je me suis dit, ah mince, la trad, c'est pas top. C'est un des premiers romans qui m'a fait me tourner encore plus vers les romans directement en langue originale, quand je peux les lire en langue originale. Par exemple, Stephen King, qui est un auteur que j'adore, que je ne lis pas en version originale, parce que quand j'ai commencé à lire, et ça je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les liseuses, mais quand j'ai commencé à lire un de ses romans, je me rendais compte que je passais à côté de certains détails, certains points qui, je le savais, allaient pas me gêner dans ma lecture parce que j'allais comprendre ce qui se passe, mais je sentais que je passais à côté de quelque chose et j'ai préféré repasser sur la version française, sur les traductions de Stephen King, parce que je sentais que je manquais des trucs. Comme vous le savez, je lis principalement de la romance, pour pas dire que de la romance. Alors c'est pas là que je vais manquer des trucs, on est d'accord. Ça reste des romans assez faciles à lire, ça reste toujours les mêmes thèmes, surtout quand on est sur de la romance contemporaine. Oui, ça m'arrive encore d'avoir des mots que je ne comprends pas et pour autant je vais les chercher donc soit je regarde sur la liseuse, soit je vais les chercher directement sur internet. Mais c'est pas non plus super compliqué, c'est pas des textes très complexes et forcément j'arrive toujours à comprendre ce qui se passe et je n'ai pas cette sensation de passer à côté de détails qui me permettraient de mieux apprécier ma lecture. Donc je ne me pose pas trop de questions pour lire en anglais des romances. J'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des problèmes de traduction quand j'ai commencé à retrouver les phrases en anglais dans la phrase en français. C'est-à-dire que je lisais la phrase en français et j'arrivais à retrouver la construction et le vocabulaire utilisé en anglais derrière la phrase française. Tout simplement parce que comme un pauvre Google Trad où en fait vous allez mettre une phrase où elle va vous traduire ce que ça veut dire, le texte, le sens va être correct, mais pour autant la tournure de phrase n'est pas française. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que ben non, ça gâche ma lecture. Et je préfère partir sur l'original quand je peux. Voilà pourquoi moi personnellement je lis des romans, je ne lis pas de traduction. Qu'est-ce qu'une mauvaise traduction? Qu'est-ce qu'une bonne traduction? Une mauvaise traduction, c'est comme je viens de le dire, une traduction dans laquelle on sent la structure de phrase, la tournure de phrase de la langue d'origine. Alors je ne vous parlerai que de traduction de l'anglais vers le français, vu que c'est la seule langue étrangère que je lis. Et uniquement des traductions dans les romances. Alors, je me rappelle avoir lu des romans dans lesquels il y avait des contresens.
ça c'était en MF, un truc qui est pas logique. Je sais plus lequel c'était un roman de chez Hugo où le personnage s'endort sur le canapé, quand elle se réveille, elle dit que c'est le matin et le personnage masculin lui fait un bol de soupe. Ah ouais, il y a des gens qui mangent de la soupe le matin. Ça m'a quand même semblé un petit peu bizarre. Je suis allée chercher la version originale et je me suis rendu compte que c'était pas du tout le matin, mais le soir. Elle a juste fait une sieste, elle s'est pas endormie toute la nuit. Pareil, un peu plus loin dans le roman, les deux personnages doivent aller à un bal et là où il est censé se passer quelques heures, en vrai il se passe quelques minutes ou l'inverse, je sais plus exactement, mais c'était des incohérences qui faisaient se dire il y a un truc qui va pas dans la traduction. Et effectivement, c'était des problèmes de traduction. C'est pas catastrophique, mais c'est pas super agréable. Une mauvaise traduction, c'est une traduction où vous avez un mot qui ne veut rien dire dans le contexte. Un roman que j'ai lu, alors je tiens tout de suite à dire que je ne parlerai pas de maison d'édition. Si vous avez des questions sur les maisons d'édition, vous viendrez me poser les questions en privé. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de me servir de cette vidéo pour critiquer, pour lancer un débat, pour faire ruer dans les brancards. Alors je ne pense pas qu'il y ait 70 milliards de personnes qui regardent mes vidéos, donc je ne pense pas lancer un débat en tournant une, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Si vous voulez des réponses concrètes à vos questions, de savoir quelle maison d'édition on peut faire confiance et quelle maison d'édition laisse un petit peu plus à désirer pour leur traduction, je vous répondrai en privé, mais je ne le dirai pas dans cette vidéo. Voilà, ça c'est dit, on continue. Donc, un roman que j'étais en train de lire où en fait les personnages finissent de faire l'amour et un des personnages se retrouve allongé sur le lit, désossé. Ouais, le mot en anglais c'est boneless. Oui, c'est boneless, ça veut dire sans os, donc désossé. On est d'accord que quelqu'un qui vient de faire l'amour, il est pas... On lui a pas enlevé ses os, ou alors le mec avec qui il vient de baiser c'est un tueur en série, mais ça c'est un autre débat. Non, le mot français c'est exténué, apaiser, enfin pas apaiser, exténué, voilà, ça passe. Mais on n'est pas désossé en français quand on vient de faire l'amour. Et ce mot-là s'est retrouvé 2-3 fois dans le roman et ça m'a fait juste sourire en fait. Et c'est pas pour autant que j'ai pas apprécié ma lecture, parce que le roman lui-même était très bien, mais c'est juste que ce genre de traduction, on se dit, ça fait juste lever les yeux au ciel et se dire, bah c'est pas très sérieux. Donc pour moi, une mauvaise traduction, c'est une traduction dans laquelle il y a du contresens, c'est une traduction qui vous fait inverser les personnages. Alors moi je ne l'ai pas vécu, mais je sais que Loïc l'a vécu, des points de vue qui sont inversés, des gros contresens, je viens de le dire, des mots qui n'ont rien à faire là, des tournures de phrases qui ne sont pas françaises. On ne dit pas ça comme ça en France. Alors je sais qu'on a tendance à, surtout les personnes qui comme moi lisent beaucoup en anglais, on a tendance à prendre des tournures de phrases anglaises et à les traduire en français, même quand on parle, même dans la façon de faire. Il y a plein d'expressions que je n'ai pas en français, ou à l'inverse que je n'ai pas en anglais d'ailleurs. Et je sais que ça peut être un automatisme qu'on prend. Et justement, moi, du fait de lire beaucoup en anglais, parfois je ne les vois pas, ces tournures de phrases qui ne sont pas françaises. Et je ne suis pas forcément la plus à même pour juger, ou je les vois trop, à l'inverse, et je suis pas forcément la plus à même de juger de la qualité d'une traduction ou pas. Donc j'ai beaucoup discuté avec Karine, donc qui bloguait sur le blog, mais comme ça fait un petit moment qu'on n'a plus vu, qui elle ne lit qu'en français. Et il y a certaines choses qui moi vont me déranger, qui ne la dérangeront pas, voilà. Donc du coup au final, je me dis que l'important c'est quand même que ces romans-là soient traduits, soient mis accessibles aux personnes qui ne lisent pas en anglais et qu'on puisse les lire et comprendre le sens de l'histoire sans que ça dénature trop l'histoire. Alors est-ce que un traducteur qui ne va pas respecter à la lettre tous les mots employés par l'auteur en VO est un mauvais traducteur? Non. Il y a certaines expressions qu'on ne peut pas retranscrire en français, il y a certaines façons de faire, certaines habitudes qui ne sont pas les mêmes en français, et un auteur qui va choisir d'enlever une phrase, d'enlever une tournure de phrase parce qu'elle n'est pas traductible en français et parce que de toute façon elle n'apporte rien à l'histoire, c'est pas grave, on est dans une traduction, de roman, on n'est pas là pour débiter des mot pour mot ce qui a été dit. Le rôle du traducteur c'est aussi de tourner l'histoire, je veux pas dire réécrire parce que c'est pas ça, mais de tourner l'histoire de manière à ce qu'elle soit cohérente
logique et fluide dans la langue dans laquelle elle va être lue, dans la langue dans laquelle elle est traduite. Alors oui, certaines fois, il y a certaines phrases qui vont passer à l'as, mais tant pis, c'est pas très très grave. Il faut pas oublier que on est en France et que on n'a pas forcément la même vision des choses, le même mot. Un mot en anglais, sa traduction française ne va pas avoir le même impact sur nous que la façon dont il est utilisé en anglais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je préfère encore un auteur qui va adapter, un traducteur pardon, qui va adapter un mot en utilisant le mot français qui lui correspond dans sa gamme, c'est-à-dire son degré, son niveau de langage, son utilisation dans la langue courante et dans la façon dont il est perçu dans notre langue, plutôt que de prendre exactement le même mot en anglais, le même mot en français, pardon, que le mot anglais, qui n'aura pas du tout la même utilisation ou la même connotation en français que l'autre. À l'inverse, je n'aime pas trop quand là c'est même pas les traducteurs, c'est aussi, ça me dérange aussi quand c'est des auteurs qui font ça, en fait, quand on est dans un roman qui se passe en Angleterre ou aux États-Unis et qu'on nous parle de bac, et qu'on nous parle de lycée comme nous on l'entend, de terminale, de seconde, non. Alors oui, c'est sûr que c'est pas forcément évident, mais je pense qu'il y a suffisamment de romans, de séries, de films qui se passent aux États-Unis pour qu'on maîtrise un petit peu le système scolaire américain. Il suffit de mettre une note tout simplement en expliquant que tel niveau aux États-Unis ça correspond à tel niveau en France ou en Angleterre ou n'importe où. Et ne pas parler du bac, personne ne passe le bac aux États-Unis. Il y a voilà, c'est des choses qui moi me dérangent. A l'inverse, pour en avoir parlé avec Loïc, il y avait des marques qui étaient retranscrites différemment dans un roman. C'était une marque genre Lidl, je vous dirais n'importe quoi, qui n'existe pas aux États-Unis. Et plutôt que de nous sortir un Costco ou un je ne sais quoi qui est l'équivalent, je ne sais pas si Costco est l'équivalent de Lidl, hein, je dis n'importe quoi, ben voilà, le fait de mettre Lidl dedans, ça va nous permettre de situer le niveau, en fait, parce que là le but c'était pas tant que de nous citer la marque du magasin où il allait, mais plutôt de nous montrer qu'en allant dans ce magasin là il y avait une implication économique derrière. Je sais pas si vous suivez. Bref, c'était ça le principe. Donc c'est vrai que la marge est fine, en fait. La marge de manœuvre des traducteurs est vraiment très fine entre ce qu'ils peuvent traduire, ce qu'ils doivent traduire pour que le lecteur comprenne, et ce qu'ils doivent laisser tel quel pour ne pas dénaturer non plus le roman, ne pas dénaturer l'ambiance et l'atmosphère du livre. En gros, c'est super dur. Voilà. Je me rappelle qu'un temps, on avait une pléthore de mauvaises traductions et je m'étais dit, bah, je vais essayer. Ouais, j'ai essayé. J'ai traduit 2 phrases. Je me suis arrêtée là. Je comprends, hein, je peux les retranscrire en français. Mais retranscrire une phrase en français et raconter une histoire en français, c'est pas du tout la même chose. Donc je tire mon chapeau à tous les traducteurs. Même si certains parfois se contentent un petit peu de Google Trad et que retravailler les phrases, c'est pas compliqué. Dit la fille qui ne le fait jamais dans ses chroniques en anglais. Oui, je traduis mes chroniques en français avec Google Trad en anglais et c'est très très rare que je les retravaille parce que j'ai pas le temps. Mais j'écris pas un livre, j'écris un blog et je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui les suive en anglais de toute façon, donc je me prends pas la peine de me fatiguer. Mais voilà. Moi mon blog il n'est pas destiné à être publié, à être vendu, à être lu par des dizaines de milliers de personnes, donc c'est pas la même chose, voilà, pour remettre les choses dans leur contexte. Donc en résumé, une mauvaise traduction, c'est une traduction avec du non-sens, avec des contresens, avec des tournures de phrases qui ne sont pas françaises et des mots qui ne veulent rien dire. Une bonne traduction, c'est un traducteur qui respectera le sens du roman, qui respectera l'ambiance, qui respectera autant que possible la plume et qui vous permettra de lire le roman en français correctement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de manière à ce qu'il soit cohérent avec notre compréhension, notre utilisation de la langue et notre culture. En gros. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur les traductions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais juste dire aussi qu'il fallait qu'on soit un petit peu indulgents, nous qui lisons en anglais, parce que certaines personnes ne lisent pas du tout en anglais et que ça permettra, voilà, ça leur permettra de découvrir des romans qu'on a adorés. Alors oui, parfois on est un petit peu déçu par le choix des traducteurs, par le choix des maisons d'édition, mais tant pis, il y a des maisons d'édition. Et là je parle vraiment en général, je parle pas que du MM, il y a des maisons d'édition hors MM, très connus, qui ont beaucoup d'argent et qui pour autant font des trades pourris, on le sait. J'ai envie de dire, quand vous savez qu'un roman que vous aimez va être traduit par cette maison d'édition là, bah tant pis, lisez-le en anglais si vous pouvez, et si vous pouvez pas, et ben si vous ne lisez qu'en anglais, qu'en français pardon, bah tant pis, il faudra serrer les fesses et serrer les dents.
Voilà. Donc tout ça pour dire que je ne reviendrai pas sur les maisons d'édition. Pareil, je vous le redis, n'hésitez pas à me poser les questions en privé, je vous répondrai à ce moment-là. Mais le but c'était surtout de vous dire que voilà, une bonne traduction, c'est pas forcément 100% mot à mot ce qui a été écrit par l'auteur, mais c'est aussi adapter, un travail d'adaptation du roman original dans la langue dans laquelle il va être traduit par rapport à son degré pas son degré, mais par rapport à l'utilisation des mots, leur compréhension, leur utilisation dans notre contexte et dans nos habitudes en fait. Un même mot ne va pas avoir la même connotation en français et en anglais. J'ai déjà dit 15 fois, donc je me répète un peu. Donc voilà, pour moi c'est principalement ça qui est important, c'est-à-dire d'avoir une bonne compréhension de l'histoire, une bonne compréhension du contexte et retranscrire en français une histoire racontée en anglais, c'est pas forcément évident, et essayer de coller le plus possible à la plume de l'auteur, au genre de l'auteur, à la façon d'écrire de l'auteur, sans pour autant faire du mot à mot, parce que certaines tournures de phrases, certaines expressions ne sont pas traduisibles en français, n'apportent rien à l'histoire et n'ont pas forcément intérêt à être toujours présentes dans la version française. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des questions, à en débattre en barre d'infos. J'aime bien pas du tout en barre d'infos, en commentaire. J'aime bien quand vous laissez des questions et qu'on peut débattre sur certains sujets. Je trouve ça toujours sympa. Donc je remercie les quelques personnes qui commandent mes vidéos, surtout les fidèles qui sont là depuis un moment. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!